Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci donc de nous avoir rejoints. Nous sommes à l'école alsacienne où nous venons d'avoir une conversation autour de deux thèmes. La taxe Zuckman sur le patrimoine des ultra-riches est-elle un moyen de partager la responsabilité et les charges en face du désendettement? Et d'autre part, quelle est la signification de l'affrontement entre Donald Trump et la Californie et même, depuis samedi dernier, beaucoup de gouverneurs d'autres États et de populations d'autres États. Donc nous sommes réunis autour de Antoine Fouché, consultant, autour de Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique, de Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick.fr et de Lionel Zinsou, président de la fondation Terra Nova. La première question est pour vous. Bonjour à tous, merci beaucoup déjà pour la qualité comme toujours de vos échanges. Et en préambule, je voudrais féliciter Antoine Fouché pour avoir eu la modestie de ne pas mobiliser son livre et toute la conceptualisation qui avait été faite autour du travail qui ne paye plus dans celui-ci, alors que c'est quand même quelque chose qui aurait pu être apporté au premier sujet et être un élément de poids. Du coup, j'aurais une question pour Lionel Zinsou. Si on veut adopter une démarche vis-à-vis du capital qui n'est de pas trop le suffoquer, de pas trop taxer les entrepreneurs pour ne pas faire fuir les capitaux et donc l'entrepreneuriat, comment on peut s'assurer symétriquement de ne pas étouffer les travailleurs et de ne pas étouffer le facteur travail dans une société, sachant que c'est ce même facteur travail qui apporte son lot d'entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? C'est un travailleur qui a vu un problème dans l'économie, qui a eu du capital via son travail pour pouvoir lancer une start-up et répondre aux problèmes qu'il a détectés lors de son travail. Donc, comment ne pas suffoquer le travail en France? Lionel Zinsou. Alors d'abord, je m'associe à l'hommage à l'œuvre d'Antoine, qui avait fait l'objet d'une thématique. Donc, écoutez-la, réécoutez-la, ça fera monter le score électoral des thématiques. Non, moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est que, d'abord, on ne va pas passer de 3 milliards de collecte d'impôts sur la fortune, qui a été un problème absolument majeur, à 20 milliards par an. C'est juste politiquement impossible. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que les gens quittent la France, alors peut-être plus pour les États-Unis d'ailleurs, pour l'Allemagne, j'espère, enfin, plutôt que pour les États-Unis, mais à l'idée qu'ils sont en train de créer quelque chose, et dans l'économie nouvelle, l'économie numérique, l'économie des nouveaux vaccins, etc., et dans le domaine de l'armement, enfin, il y a tellement d'innovations qu'on a besoin des innovateurs, on a besoin des créateurs, et non pas qu'ils partent le faire ailleurs en se disant « je serai sanctionné dès que j'aurai réussi ». C'est pas possible. Et ça, c'est le même syndrome que les 75% d'impôt sur le revenu de 2012. C'est la même chose que l'effondrement de la Grande-Bretagne travailliste des années 70-80, quand on avait mis une tranche à 90% du revenu. Donc, on confisquait tout ce qui était au-dessus d'un certain plafond. C'est pas comme ça, franchement, dans un monde en concurrence. Pardon, mais est-ce que c'est vraiment la question? Non, mais j'essaie de défendre l'idée. Je comprends très bien que la question est délicate, mais... On commence par les milliardaires. Non, d'accord, mais c'est pas la question des milliardaires, c'est la question du travail et de l'étouffer. Donc, sur ce point-là, absolument, je pense qu'il faudrait... Il n'y a pas franchement, pour moi, il n'y a pas de contradiction. Il y a tout un travail à faire sur le taux d'emploi. Il faut, mais comme Antoine l'a dit tout à l'heure, qu'on soit plus nombreux à travailler, plus tôt dans le cycle de vie, en restant plus, pour ceux qui le peuvent, plus long dans le cycle de vie. La question, c'est vraiment le taux d'emploi. On a le taux d'emploi le plus bas des grandes puissances de l'OCDE. C'est ça qui, au fond, est une inhibition à faire payer le travail convenablement. Et puis, moi, je me sens très CFDT. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qualitatifs dans le travail. Ce que Laurent Berger appelait le pouvoir de vivre, qui n'est pas qu'une question de pouvoir d'achat. Il y a évidemment la question du pouvoir d'achat, la capacité de faire des carrières, la capacité de prendre
petit à petit de plus en plus de responsabilités, d'être formé tout au long de la vie. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire sur le travail. Mais la toute première chose, c'est vraiment le taux d'emploi. Lucille Schmitt. Oui, je trouve que votre question est fondamentale parce que, contrairement peut-être à ce qu'a laissé entendre Lionel au début de sa réponse, on peut travailler et être créatif. C'est-à-dire que les entrepreneurs n'ont pas le monopole de la créativité. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, la question de la réflexion sur le sens du travail, la manière dont, notamment lorsqu'on est jeune, on se demande si on a d'abord envie de gagner sa vie ou d'être créatif, si on a envie d'être dans le système ou hors du système, c'est un point essentiel. Ça explique pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, un certain nombre de personnes jeunes ont envie d'être jeunes entrepreneurs, mais pas forcément pour devenir les multimillionnaires, ceux qui auront 100 millions d'euros et qui pourraient relever de la taxe Zuckman. Je pense qu'il faut bien différencier ce qui relève de la liberté d'entreprendre et ce qui relève de la taxe Zuckman, qui concerne des personnes qui se sont enrichies en bénéficiant notamment des infrastructures françaises, d'un certain nombre de services qui sont offerts et qui ensuite ont, vis-à-vis de l'impôt, ils sont dans une situation dans laquelle il n'y a pas d'égalité. Donc, je pense que lorsqu'on veut construire sa vie professionnelle, et notamment si on veut devenir entrepreneur, le fait d'avoir le sentiment qu'il n'y a pas d'un côté des rentiers de l'entreprise et de l'autre côté de jeunes entrepreneurs, c'est un point essentiel. La deuxième chose que je voulais dire, moi qui ai fait pas mal de politique, c'est que je suis assez frappée du discours d'impuissance qui est tenu notamment par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, expliquant qu'au fond, on ne peut rien faire contre ceux qui sont multimillionnaires parce qu'ils ont cette capacité d'évasion fiscale. Ça a été notamment dit par Gabriel Zuckman, mais aussi d'autres personnes, Olivier Blanchard, par exemple, que je recite, Lionel, qui dit bien que, par exemple, aux États-Unis, il y a une exit tax qu'on peut tout à fait installer vis-à-vis de ceux qui veulent faire de l'évasion fiscale, la possibilité de les imposer, même lorsqu'ils sont partis, pour au fond leur faire payer la façon dont ils ont bénéficié, je dirais, d'un investissement collectif. Il faut quand même tenir compte du fait qu'on devient multimillionnaire en France aussi à cause de la qualité des services publics, d'un système de soins, d'un système d'infrastructure, d'un personnel qualifié, etc. Donc tout ça relève aussi d'un discours politique et on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait de la politique, on est prisonnier des multimillionnaires parce qu'ils ont une capacité, au fond, de vous tenir en otage. Je dis pas ça du tout par démagogie, mais je pense que ça relève d'une volonté politique qui doit trouver les moyens de solutions opérationnelles et que beaucoup de ce qu'on a dit aujourd'hui relève d'un enjeu de solutions opérationnelles sur lequel on peut tâtonner, mais il faut d'abord faire preuve de volonté politique. Antoine Fouché. Moi, je voudrais citer ce chiffre qui est sorti la semaine dernière d'une étude de l'INSEE sur le nombre de jeunes qui commencent leur vie professionnelle en créant une entreprise. C'est 7% aujourd'hui. Il est 2 fois plus important qu'il y a 20 ans. Et l'une des causes qui est mise en avant, c'est le fait que quand vous êtes indépendant entrepreneur, encore une fois, parce que ce régime-là n'est pas spécifique aux milliardaires, vous, pour le même argent gagné, on vous en prend 2 fois moins. Et là, je continue d'avoir pas comprendre certaines positions de Lionel là-dessus. C'est comment est-ce qu'on peut continuer à coexister et à demander des efforts collectifs à tout le monde si, d'un côté, quand on gagne son argent en travaillant, on en laisse la moitié à la collectivité, et de l'autre côté, quand on gagne son argent en investissant, on en garde les 3/4 pour soi. Je ne vois pas comment est-ce que, on continue comme ça, pendant des années, sans là aussi, nous affronter assez violemment. Et alors, la question de l'exit fiscal, c'est une vraie question, mais une fois qu'on a pris les arguments pour, les arguments contre, il me semble qu'ils sont robustes des deux côtés, la seule manière de le savoir, c'est de prendre le risque de le faire. Et alors, évidemment, il y a un risque. C'est-à-dire que s'il y a un départ d'une partie des 1800 personnes, on aura tout perdu parce qu'on n'aura pas la base fiscale et en plus, on aura donné une image négative de la France. Mais on peut très bien penser, parce qu'encore une fois, la taxe n'est pas confiscatoire, on peut très bien penser que, étant donné le coût médiatique, le coût opérationnel et le coût aussi financier de déménager sa résidence fiscale, fait que c'est, pourquoi pas, la France qui, avec d'autres pays, peut lancer un mouvement, parce que si on constate que l'exit fiscal est très modeste, d'autres pays en Europe seront tentés de faire la même chose pour récupérer les quelques milliards d'euros, je suis d'accord, ce sera certainement pas 20, les quelques milliards d'euros dont on a besoin moins parce que c'est des milliards d'euros, mais pour établir une équité fiscale qui permet, encore une fois, qu'il y ait la justification de l'effort collectif historique qu'on a collectivement à faire. Merci, monsieur.
Merci beaucoup et merci pour la qualité de ce débat. Une question technique pour Antoine Fouché, si vous permettez. En quoi le régime des retraites participe-t-il de la formation de la dette ? Est-ce qu'on parle simplement des retraites de la fonction publique civile et militaire ou est-ce qu'on parle de l'ensemble des retraites ? Antoine. On parle de l'ensemble des retraites parce que si j'ai 1 minute 30, 2 minutes pour répondre, Philippe, parce que cette question est absolument fondamentale et elle est très peu connue dans notre pays. Depuis 40 ans, les seules dépenses publiques qui augmentent sont les dépenses sociales, en pourcentage de PIB. Pas en valeur absolue, évidemment, mais en pourcentage de PIB. On est aujourd'hui à 57% de dépenses publiques, on était au début des années 80 à 47%. On était aussi à 47% de prélèvements obligatoires, on est monté à 52%. Pardon pour tous ces chiffres. Mais ce que ça montre, c'est qu'on a pris 10 points de PIB de dépenses publiques en plus en 40 ans. Où est allé cet argent ? Pourquoi est cet argent ? Il n'est pas pour l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est toujours 7 points de PIB en 1980 et en 2024. Il n'est pas pour la sécurité. C'est 1% de PIB. Il n'est pas pour la justice. C'est moins d'1%. Il n'est pas pour les transports. Il est moins pour la défense. On était à quasiment 4% de PIB et on est en train de remonter à 3%. Il est uniquement pour les dépenses sociales. Et dans les dépenses sociales, sur les 11 points, c'est 7 points de retraite, 3 points d'assurance maladie, 1 point de solidarité chômage. Et donc, oui, nous payons de plus en plus d'impôts depuis 40 ans et les services publics ne s'améliorent pas pour une raison logique. L'argent que nous payons collectivement en plus ne va pas aux services publics. Il va uniquement aux dépenses sociales, encore une fois, retraite, assurance maladie et solidarité. Et donc, si on veut, si on raisonne de cette manière-là, en mettant en face les recettes et les dépenses, ce qui a causé notre déficit, pas d'une manière comptable, mais d'une manière dynamique, depuis à peu près 40 ans, c'est aux 3/4 les retraites. Et tout le régime de retraite de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que j'insistais, peut-être un peu lourdement, mais pendant la première partie, pour dire qu'il n'y aura aucun redressement des finances publiques de notre pays et de dégagement de la capacité financière sur l'éducation, sur la transition énergétique, s'il n'y a pas d'effort aussi sur les retraites, avec 2% d'inflation, et ce sera le dernier argument, avec 2% d'inflation, comme les dépenses annuelles de retraite, c'est 410 milliards d'euros, vous faites le calcul rapidement, en un quinquennat, on dépense quasiment à la fin du quinquennat, en plus pour les retraites, autant que le budget de l'éducation nationale en une année. C'est-à-dire quasiment 50 à 60 milliards d'euros. C'est absolument intenable. Et donc, qu'on le fasse par référendum, par le Parlement ou par le FMI, on sera obligé de geler ou stabiliser les pensions de retraite durablement, pas définitivement, mais durablement dans les années qui viennent, parce que sinon la dynamique de dépenses nous mangera toutes nos marges de manœuvre dont on a besoin pour se désendetter et pour investir dans l'éducation et la transition énergétique. Lionel Zinsou. Oui, alors je vais passer... j'avais le sentiment d'être à l'extrême droite d'Antoine et de Lucile. Donc là, je vais passer à l'extrême gauche. Oui, évidemment qu'il y a eu ce changement de dépenses sociales avec un consensus parfait, parce que ça a été fait par la droite et par la gauche, par tous les présidents qui se sont succédés depuis les années 80, et ça a eu un effet considérable, c'est l'éradication de la pauvreté chez les vieux. Et on l'a transféré sur les jeunes. Non, mais évidemment... Ah si, c'est un chiasme. Non, c'est un chiasme. Mais non. Si. Le taux de pauvreté des jeunes est 3 fois plus important que celui des retraités aujourd'hui. C'était exactement l'inverse il y a 50 ans. Oui, mais ça, c'est un truisme. Si en proportion à l'intérieur des 100%... La lutte du truisme contre le chiasme devrait donner des effets admirables. Je vous ferai remarquer qu'il n'y a qu'au nouvel esprit public que le truisme et le chiasme se disputent. Non, mais il est évident que si vous avez une catégorie qui a pris 7 points, par définition, tous les autres ont forcément régressé. Donc, ce que vous dites, c'est formidable, mais c'est d'une simplicité évidente. Oui, les gens d'âge actif, aujourd'hui, ont un revenu un peu inférieur aux inactifs, aux retraités. Mais ça a été voulu, et c'est consensuel, et c'est assez logique. Pas complètement consensuel quand même. Enfin, ça a été consensuel pendant 30 ans, disons, ça a été fait de façon constante,
Et M. Valéry Giscard d'Estaing, comme M. Sarkozy, sont coupables, complices de M. François Hollande, M. François Mitterrand. Donc, et c'est assez logique dans un pays qui ne rajeunit pas, comme vous l'aurez constaté. En revanche, quand vous dites il va falloir, grosso modo, arrêter d'indexer les retraites et bien, probablement revenir sur certaines en les abaissant, là encore, soyons quand même pas trop français. Admettons qu'il y a des inégalités dans les retraites et qu'il y a des choses qu'on peut faire sur les petites retraites qui les protègent par rapport à des retraites comme la mienne, si vous voulez, qui est une retraite sensiblement supérieure au minimum vieillesse, si vous voulez. Donc, à l'intérieur de la catégorie des retraités, il y a une façon intelligente de le faire. Mais on ne peut pas dire, c'est quand même un scandale, probablement les baby-boomers ont comploté cette chose-là. Non, c'est juste le plus grand gain social dans la société française voulu par tous. On ne va pas pleurer là-dessus. Alors, dans le public, monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour, merci. Moi, j'ai une question je vais rebondir sur une phrase de Richard Verly à propos de comment transformer la France. Parce que j'entends tous ces débats sur les impôts, les dépenses. J'entends pas grand-chose sur comment transformer la France. Et surtout, je vois pas bien d'hommes politiques apporter des idées nouvelles là-dessus. Je voulais juste citer quelques chiffres que j'ai entendus récemment qui concernent la fonction publique. J'ai rien contre les fonctionnaires, c'est pas le sujet. Mais quand même, pour 1000 habitants en France, il y a 90 personnes dans la fonction publique. Si on prend nos voisins, Portugal, Allemagne, Espagne, c'est entre 51 et 58. Et les Pays-Bas, c'est 27. Donc ça, c'est un premier aspect, on va dire, chiffré. Le second, c'est que nous, on a une fonction publique, même s'il y a des gens formidables, etc., qui est essentiellement contrôlante, alors que dans d'autres pays, elle est collaborative. Et moi, je crois qu'il y a un énorme sujet là. Je vais pas faire de l'anti-ENA primaire stupide. Néanmoins, il y a quand même un sujet qu'on a une sorte d'énarchie qui nous gouverne, qui ne remet pas en cause tout ça. Et je pense que c'est une cause majeure du non-réveil de la France, de ce manque d'adaptation, de ce manque de lucidité par rapport à un monde qui change et à la France qui ne change pas. Merci. Richard Verly. Alors, ce que je disais, c'est pour être plus précis, j'intervenais pour dire que j'étais fatigué d'entendre le débat à nouveau se déplacer via la taxe Zuckman sur la question de l'imposition, sous une forme ou sous une autre, alors que le vrai sujet, ou plutôt le sujet qu'on devrait vraiment s'atteler, c'est la transformation de la France. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que on passe beaucoup de temps sur les vertus de la taxe, des différentes taxes, la taxe Zuckman étant le dernier avatar. J'aimerais que les économistes, c'était ma phrase, passent autant de temps à faire des propositions pour transformer la France. La difficulté, à mon avis, c'est il y en a 4 en quelque sorte, si on prend un petit peu de distance européenne notamment. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a une fonction publique, dépenses publiques, mais fonction publique, puisque c'est vous qui l'avez évoqué, qui n'est plus maîtrisée. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus, c'est un constat, à limiter le nombre de fonctionnaires. Ça augmente en permanence, fonctionnaires ou assimilés, bien évidemment. Et ça, la question, elle est pas tant est-ce que c'est bien ou pas bien, elle est est-ce que c'est efficace ou pas efficace pour le pays. La réalité, me semble-t-il, c'est que ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace, ça n'a pas contribué à propulser la France vers de nouveaux horizons, comme vous l'avez dit, vous avez employé le mot collaboratif, mais cette fonction publique, cette masse d'employés qui dépend de l'argent public, n'a pas, je dirais, réussi à transformer ce pays vers des nouveaux horizons et à faire en sorte qu'il se modernise et qu'il devienne de plus en plus compétitif. Ça, c'est le premier point. Je pense que, et d'ailleurs, c'est pas un hasard si tous les candidats présidentiels, peu ou prou, en tout cas ceux de droite, ont promis, Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, était de droite dès le départ, ont promis de réduire le nombre de fonctionnaires et n'y sont jamais arrivés. Et donc, ma question, c'est, peut-on arriver à diminuer le nombre de fonctionnaires dans ce pays? C'est un vrai sujet. Fonctionnaires, je le répète, ou assimilés. La deuxième chose, c'est que moi, je crois, alors vraiment à fond dans la décentralisation. Je crois qu'il y a un problème. On n'a toujours pas digéré la décentralisation en France. Il me semble que beaucoup de tâches, beaucoup de missions de service public sont mieux opérées
dans les pays voisins lorsqu'elles le sont le plus proche possible de la réalité locale. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même l'a souvent dit, au plus près du terrain. Deuxième chose, on n'y arrive pas dans ce pays parce que ce que vous appelez l'énarchie, moi je vais l'appeler simplement la caste centrale des décideurs, ne veut pas lâcher prise. Elle ne veut pas que ce soit les régions qui prennent de plus en plus de réels pouvoirs. Or, je pense que la décentralisation est une solution pour ramener de l'efficacité et donc pour rendre ce service public plus efficace. Troisième élément, c'est ce qu'on peut appeler la toxicomanie. La toxicomanie de la dette, ça a été très bien expliqué par Antoine. C'est bon la drogue. C'est bon la drogue. À partir du moment où vous avez des suppliers, des fournisseurs internationaux qui continuent de prêter à la France parce qu'ils savent qu'elle sait récolter de l'impôt, on vient d'en apporter la preuve avec ce débat, et Gabriel Zucman, il est adoré des agences de notation. Ce genre d'économistes, les agences de notation les adorent, puisqu'ils sont en train de dire en permanence « Ne vous inquiétez pas, la France remboursera, puisqu'on récoltera davantage d'impôts ». Donc, la toxicomanie, c'est une maladie, la toxicomanie. La France est toxicomane à l'argent public. C'est un problème qu'il faudra un jour traiter. Les Français, beaucoup d'entre eux, pensent que l'argent public est magique. Et moi, j'ai fait partie des rares correspondants étrangers qui régulièrement, pendant le Covid, disaient que le quoi qu'il en coûte est une folie. Je maintiens que le quoi qu'il en coûte était une folie. Et que voilà, maintenant, ça a accrédité l'idée que l'argent public tombe du ciel et que de toute manière, vous avez tous entendu cette phrase, peut-être certains d'entre vous l'ont-ils même employée, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Ça, c'est une conviction que vous ne voyez pas dans d'autres pays européens. Et enfin, quatrième élément auquel il faudrait s'attaquer pour transformer la France, c'est que l'État redevienne un État, je dirais. Alors peut-être que la défense va le permettre. C'est paradoxal de dire ça. Je ne suis pas un passionné des investissements dans la défense, mais peut-être que l'État va, à travers les grands programmes de défense, retrouver un aspect visionnaire, retrouver des grandes filières industrielles par le biais de la défense. Mais pour l'instant, l'État français a été complètement absorbé par les dépenses sociales. Il est devenu l'assistante sociale, alors qu'il aurait mieux fait d'être l'ingénieur en chef. Sur la question des fonctionnaires, trop de fonctionnaires, pas trop de fonctionnaires, est-ce qu'il n'y a pas une autre question qu'on n'entend pas souvent qui est comment sont déployés les fonctionnaires? Je vais prendre un exemple que je connais un peu moins mal que les autres, parce que ça fait des années que j'ai écrit et que je travaille dessus, qui est la question de Paris. 56 000 fonctionnaires. 56 000 fonctionnaires, il y en a 15 000 à Bruxelles. Vous me direz qu'ils font pas la même chose, mais enfin 56 000 fonctionnaires, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Paris? C'est l'histoire d'une décision politique, celle de Valéry Giscard d'Estaing, qui est de faire élire un maire de Paris, dans l'espoir d'ailleurs que ce serait plutôt un de ses amis. Décision qui a été prise quasiment du jour au lendemain, sans aucune réflexion particulière sur ce qu'allait faire ce nouveau maire de Paris et les moyens dont ils allaient disposer. Il y avait à l'époque une préfecture de la Seine, laquelle préfecture de la Seine avait été à la fin des années 60 amputée d'un certain nombre de services, mais de pas beaucoup, pour la création des autres départements. Vous savez, les Hauts-de-Seine, l'Yvelines, l'Essonne, le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis. En réalité, les préfectures de ces départements-là ont recruté de nouveaux fonctionnaires bien plus qu'elles n'ont prélevé sur la préfecture de la Seine les fonctionnaires dont elles pouvaient avoir besoin, parce que les fonctionnaires qui étaient à la préfecture de la Seine n'avaient pas du tout envie d'aller dans les Yvelines, qui pourtant pas un département particulièrement rébarbatif, et encore moins sans doute d'aller dans la Seine-Saint-Denis. Je ne parle pas de l'Essonne, personne ne veut jamais aller dans l'Essonne, c'est connu. Mais c'est un message personnel. Du coup, la préfecture de la Seine s'est retrouvée déjà avec un effectif qui était plus important que celui dont elle avait réellement besoin. Il s'agissait de répartir cet effectif différemment en fonction des nouveaux besoins que pouvait avoir la ville de Paris. Mais le nouveau maire de Paris, Jacques Chirac, se tamponnait le coquillard, si vous me permettez une expression technique, de ce qu'il fallait faire de la préfecture de la Seine devenue mairie de Paris. Il y avait marqué mairie de Paris, on avait gratté préfecture de la Seine, on s'était contenté de mettre mairie de Paris à la place. Paris n'a jamais été un sujet pour Jacques Chirac, sinon une plateforme politique. Son successeur, d'ailleurs, qui est arrivé quand même longtemps après, Jean Tibéri, n'avait ni l'autorité ni, semble-t-il, le désir de répartir autrement aussi le personnel de l'ancienne préfecture de la Seine devenue mairie de Paris, etc., etc. Ça n'a pas été mieux avec Bertrand Delanoë, ça n'a pas été mieux avec Anne Hidalgo, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la question, me semble-t-il, quand on regarde comment fonctionne la mairie de Paris, c'est qu'un certain nombre de fonctionnaires sont en effet payés à ne pas faire grand-chose, tandis qu'un certain nombre d'autres sont payés
à faire un travail pour lequel ils sont, insuffisamment payés, 2, insuffisamment nombreux, et 3, insuffisamment soutenus. Qu'on n'a eu aucune espèce de réflexion sur les besoins de la ville et la manière dont la mairie pourrait y répondre. Du coup, on a fait quoi? On a fait, parce que la plupart des gens qui sont à la mairie de Paris, qu'ils soient à droite ou à gauche, songent beaucoup à leur carrière politique, on a embauché des vacataires. Il y a actuellement 5500 vacataires à Paris, en plus de ces 55 000 fonctionnaires. Beaucoup de ces fonctionnaires, de ces vacataires, sont payés à des niveaux de directeur, parce qu'on vous explique toujours que vacataire, c'est pas un métier stable, donc vous avez nécessairement droit à un salaire plus considérable. Chacun, si vous regardez les organigrammes de la mairie de Paris, de 2 choses l'une, ou bien vous prenez le maquis, ou bien vous vous tapez le derrière par terre de rire, à voir combien il y a de directeurs de cabinet, d'adjoints au directeur de cabinet, de conseillers spéciaux du directeur de cabinet, de conseillers du conseiller, etc. C'est absolument, c'est courtelinesque. Tout ça pour arriver, alors évidemment, il n'y a pas que ces dépenses-là, mais pour arriver à 10 milliards de déficit de la ville de Paris, sans que vous puissiez clairement expliquer où cet argent est parti. Il fait partie, me semble-t-il, de l'argent qui, pour reprendre un mot du président de la République, s'est évaporé. Mais il s'est évaporé dans la nature. Il ne s'est pas évaporé sur les plus pauvres, ni sur ceux qui travaillent. Bref, la difficulté auquel les politiques se heurtaient dans l'idée de remodeler la préfecture de la Seine et pour en faire vraiment un instrument pour le pouvoir municipal, c'est une difficulté syndicale. C'est-à-dire, il fallait avoir le courage de négocier avec les syndicats. Mais négocier avec les syndicats, et je crois que c'est une des réponses à la question que pose Richard, qui est pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas à la dépense publique, c'est quelque chose dont on peut se demander si nous savons le faire. C'est en 1979 que Michel Crozier a publié un livre qui s'intitulait « On ne change pas une société par décret ». C'est d'ailleurs un crozérien de haut vol, Michel Rocard, qui s'est attelé à un mode de changement qui n'était pas par décret, non seulement pour la Nouvelle-Calédonie, exemple que tout le monde connaît, mais pour un autre exemple, moins connu parce qu'il concerne moins de gens, qui est celui de l'enseignement agricole, où il y avait des conflits considérables, et notamment des conflits avec l'Église. Mais en dehors de ces quelques exemples, où sont les efforts qui sont faits pour changer une société autrement que par décret, efforts de la part des représentants du monde du travail, efforts de la part des représentants du patronat et efforts de la part des représentants des politiques. Je crois que c'est une des questions qui tourne autour de la question qu'a posée Richard. Lucile. Oui, moi je voulais, comme je suis la représentante de l'énarchie à la tribune, je voulais dire deux, trois choses. D'abord, c'est que régulièrement, j'ai des discussions avec des jeunes gens qui ont envie de faire partie de l'énarchie, et que l'énarchie, c'est pas seulement un groupe de vieux hommes qui sont en train de confisquer le pouvoir. Il y a aussi l'envie... Des jeunes femmes. Ou des jeunes femmes, enfin des jeunes êtres humains. Et donc, il y a toujours cette envie de servir l'intérêt général, de participer au service public, etc. Après, il y a, lorsqu'on fait carrière dans ces administrations, souvent la déception de constater qu'on commence par l'idéal et qu'on termine par la rente. Vous avez raison. Mais à partir de là, vous avez parlé de 2 questions différentes. Il y a la question de la répartition de la dépense publique, et puis il y a la question des fonctionnaires. C'est 2 choses différentes parce que, comme le disait Philippe, c'est quand même davantage ceux qui font de la politique qui décident au fond de la répartition des dépenses publiques. Les fonctionnaires sont dans une situation où ils sont dans une situation d'exécution et d'application. Donc il y a une responsabilité de ceux qui nous gouvernent par rapport à l'état de l'État, si je puis dire, parce qu'en plus, on bénéficie de toute l'expertise pour savoir comment réformer la dépense publique. Il y a évidemment la Cour des comptes, il y a les chambres régionales des comptes. Et je voudrais, par rapport à ce qu'a dit Richard, dire quand même une chose, c'est que c'est bien d'être pour la décentralisation, mais qu'aujourd'hui, l'inflation des fonctionnaires, qui ne sont pas toujours utilisés comme ils le devraient en termes d'efficience, c'est quand même une inflation qui vient du terrain, des collectivités locales et non pas de l'État, parce qu'il y a eu plutôt une attrition, il y a eu une diminution du nombre de fonctionnaires de l'État. En revanche, il y a un sujet de doublon, il y a un sujet d'absence de culture de coopération, de culture de complémentarité entre les collectivités locales, parce que justement là, on est davantage dans l'électoralisme. Moi, j'ai été élu local, les agents locaux sont logés sur la ville, et donc la question de ne pas supprimer les emplois, de ne pas demander trop, c'est aussi une question électorale.
Donc attention à ne pas penser que les fonctionnaires sont responsables de tout. Au fond, ça relève davantage d'un système dans lequel les politiques jouent un rôle fondamental. Et aujourd'hui, beaucoup de fonctionnaires, jeunes ou moins jeunes, ont envie de devenir plus efficaces, ont envie, lorsqu'ils travaillent à l'hôpital, de travailler davantage avec la médecine de ville, ont envie, lorsqu'ils sont au sein de l'éducation nationale, de travailler davantage avec les associations. On a un changement de la culture de l'État, aujourd'hui, qui est très fort. Simplement, on a le sentiment d'être à la fois dans un discours anti-État et dans une absence de changement assumé. Donc le sujet, c'est le décalage entre le discours politique et les pratiques. Et ça, je ne crois pas que ni les fonctionnaires, ni chacun d'entre nous en soit responsable. Le sujet, c'est d'abord qu'on associe le discours et les actes. Et ça, c'est un point essentiel. Attention à ne pas être anti-fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est aussi ce qui permet de faire fonctionner la France. Antoine Fouché. Moi, je voudrais partir de ce qu'a dit Richard en disant, depuis 40 ans, en fait, on a développé l'État prestataire de services, alors qu'on aurait dû développer l'État ingénieur en chef, et il a complètement raison. Simplement, me semble-t-il, quand on prend un peu de recul historique, les responsables là-dedans, c'est pas la classe politique, ce sont les Français, c'est-à-dire nous. Et qu'est-ce qui permet de dire ça? Et du coup, la question est encore plus difficile, parce que si c'était la classe politique, ça serait facile. Il suffirait de changer de classe politique ou de couleur politique pour pouvoir faire l'effort. Or, si on n'arrive pas à faire l'effort, c'est que le problème, c'est nous, me semble-t-il, puisque cette tendance-là à augmenter les dépenses sociales et à déshabiller l'État dans ses prérogatives de pilotage collectif, c'est une tendance gauche, droite, centre confondue depuis 40 ans. Les prestations sociales, Lionel l'a rappelé, je suis pas sûr que ce soit aussi consensuel qu'il l'a dit, parce que on commence à se rendre compte du coût qu'il y a aujourd'hui à maintenir le même niveau de vie quand on travaille plus que quand on travaillait. Mais le fait de retirer des prérogatives décennie après décennie à l'État, contrôle plus la monnaie, parce qu'on n'a pas confiance dans l'État pour contrôler la monnaie. On a confié ça à une banque centrale, parce qu'on disait dans les années 70-80, quand l'État gère la monnaie, il crée de l'inflation. Donc on n'a plus confiance dans le collectif. On confie ça à une banque centrale indépendante. Pareil avec toutes les autorités administratives indépendantes, sur la culture, sur les télécoms, sur la concurrence. C'est parce que nous n'avons pas confiance dans l'État comme ingénieur que nous déléguons les pouvoirs à des autorités indépendantes non élues. Et donc cette tendance de fond à se priver des outils de pilotage collectif, du destin collectif, pour transformer l'État en guichet plutôt qu'en stratège, c'est une tendance de fond de la société française. Et donc le problème, c'est plus nous que la classe politique. Et nous arriverons, me semble-t-il, à réenclencher la marche inverse ou à réenclencher une autre direction quand il y aura une majorité dans le pays pour ça. Et il n'y a pas de majorité pour l'instant. Philippe, pardonnez-moi, juste une toute petite, j'y pense en écoutant Antoine, dans le cas spécifique de la France. Je dis bien spécifique parce que je crois que c'est pas vrai pour tous les autres pays de l'Union européenne. L'appartenance à l'Union européenne a déresponsabilisé les élites politiques françaises. Et parce qu'il y a eu en France ce mythe très français qu'au fond on allait exporter l'intelligence française au niveau européen et que à Bruxelles, les décideurs français réussiraient à faire faire par l'Europe ce que la France ne réussissait pas à faire elle-même. Et là, c'est très particulier à la France, cette déresponsabilisation. Aujourd'hui, on voit qu'elle a entraîné de sérieux problèmes parce que finalement, Bruxelles, n'est pas une machinerie française, contrairement à ce qu'on pensait beaucoup au début, et Bruxelles n'a pas réussi à imposer à la France, alors heureusement ou malheureusement, là le débat est ouvert, les réformes qu'elle aurait dû faire. La dernière question est pour vous, monsieur. Oui, bonjour. Mon propos s'adresse particulièrement à Richard Verly, qui parlait au niveau de la décentralisation en France, qu'il l'a évoqué. Et c'est un thème que Philippe Meyer a déjà évoqué dans le passé, c'est celui des agglos. Je voudrais signaler l'augmentation, on parlait des emplois dans les collectivités locales. Dans une petite agglo que je connais bien, dans un petit coin de Bretagne, nous sommes 27 communes. En 2014, ça fonctionnait plutôt correctement. Depuis, l'agglo a été créée, on a créé 250 emplois, un budget de 230 millions, et au niveau des 27 communes que nous sommes, les effectifs des communes ont continué à croître, moins vite, et les dépenses ont continué à croître. Et il s'est installé, Philippe Meyer en avait parlé un petit peu, une nomenclature locale
qui ne fait vraiment pas envie. Alors, la décentralisation et des exemples comme ça, en Bretagne, vous pouvez en retrouver, je parle de ce que je connais bien, de très nombreux exemples comme ça. Alors, la décentralisation a quand même ses limites. Donc, et je vais terminer mon propos. Déjà, merci Richard Verly pour vos chroniques sur les États-Unis, qu'on connaît bien ce pays, c'est remarquable de finesse. Encore merci. Mais faites la même chose. Allez voir nos agglos et je vous en remercierai. Je vous remercie de m'assigner cette mission. Mes 2 derniers livres portent sur la France. Je n'écris plus sur la France. Parce que c'est épuisant, parce il faut bien le dire, mais c'est vrai de tous les pays, attention, vous pourriez l'appliquer à la Suisse aussi, il y a dans un certain nombre de pays, presque tous, des vérités interdites, il y a des vérités que les Français n'aiment pas entendre, et ils ont peut-être de bonnes raisons, par ailleurs. Donc là, je peux pas être jugé parti. Sur la décentralisation, Lucille a raison, vous avez raison, Philippe a raison. Je constate qu'en France, ça ne marche pas. Mais c'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut pas essayer de voir ce qui pourrait marcher. Ce que je constate dans beaucoup de pays européens, c'est que lorsque les services publics, c'est de ça dont on parle, les services de l'État, surtout les services qui apportent des choses tangibles aux citoyens, sont gérés au plus près des besoins de ces citoyens, en général, ça fonctionne mieux. Et donc, je ne vois pas pourquoi en France, ce ne serait pas le cas. Pourquoi ça fonctionne mieux? D'abord parce qu'il y a une prise de conscience des besoins qui est plus fine. D'autre part, il y a aussi une forme de contrôle du citoyen sur le service qui lui est donné. C'est ce qu'on appelle le politicien ou le fonctionnaire à portée de baffe, en quelque sorte. Voilà. Ça joue dans beaucoup de pays européens. Je ne vois pas pourquoi ça ne jouerait pas en France. Pourquoi? La seule explication que je trouve, c'est l'incapacité, appelons-le, pour la préfecture de la Seine, prenons cet exemple, de se réformer et d'accepter de diminuer ses prérogatives vraiment au profit d'entités décentralisées. Et deuxièmement, c'est la défiance qui règne à tous les niveaux. Et enfin, les potentats locaux. Je sais que Philippe, on a eu des discussions, y compris dans ses émissions, sur les maires de France, qui sont les élus, je crois, les plus populaires. Mais quand on creuse, on s'aperçoit que souvent, ce sont de petits potentats faciles. Donc, la défiance, il y a une défiance naturelle envers la décentralisation. Ça ne veut pas dire que ça marche pas, ça marche ailleurs. Richard, j'ai une explication à suggérer, en tout cas à proposer sur le fait que cette décentralisation marche si mal. C'est parce que c'est une décentralisation de revanche. Et que ceux qui reçoivent une parcelle de pouvoir, et même des parcelles qui peuvent être importantes, l'exercent d'une part pour faire la même chose en pire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus ridicule que le directeur de cabinet d'une intercommunalité, j'en connais une, et pour cause, d'une intercommunalité qui... par vente arrière, arrive à rassembler à peu près 6000 habitants. Et encore, sur les 6000 habitants, il y en a à peu près 2000 qui sont inscrits électoralement là parce qu'ils reviennent ça leur donne une occasion de revenir, mais qui n'y habitent pas. Donc, quand vous voyez, il y a un niveau d'imitation. C'est le bourgeois gentilhomme. Enfin, c'est vraiment, et en plus, il y a un sentiment de revanche. C'est l'État nous a imposé un certain nombre de trucs, et bien maintenant, les règles, c'est nous qu'on les fait. Et je voudrais rappeler cette phrase formidable de Madame Flocon, la femme d'un député élu en 1848, qui, se plantant devant le Palais Bourbon, c'est un dessin d'humour de l'époque, mais elle avait vraiment, dit-on, prononcé ce propos. Madame Flocon regarde le Palais Bourbon et dit à la dame qui est avec elle, « Maintenant, c'est nous qu'on est les princesses. » Merci à Christian Sorry et à Jules Martins. Et à dimanche pour un nouvel Esprit public. Merci à l'École alsacienne et merci à vous toutes et à vous tous.